Donc je commence. Je vais faire une introduction qui est un petit peu didactique, ça ne va pas durer très longtemps. C'est-à-dire que pour qu'on soit bien sûr, parce que en fait je vais parler, mais vous aussi j'espère, et enfin, je vous invite à le faire si vous en avez envie, parce qu'on est là pour un échange aussi. Et en fait, pour être bien sûr qu'on parle de la même chose, j'ai eu envie de revenir sur un certain nombre de vocabulaires utilisés dans la photographie, en tout cas autour de cette question du récit en photographie, et qui est souvent hérité d'ailleurs de la littérature. Voilà. Alors, la question qu'on posait dans l'incitation là, qu'on donnait pour cette rencontre-là, c'était peut-on faire récit en photographie d'abord? Et par quels moyens? Le récit s'installe-t-il de la même manière dans l'espace du livre et dans l'espace de l'exposition? Cette dernière question, je pense qu'on la traitera de façon plus transversale, peut-être dans nos échanges, et qu'il faudra peut-être piocher dans ce qui sera dit pour répondre un petit peu à cette question. Alors, qu'est-ce qu'on entend par récit photographique? Je disais tout à l'heure qu'il y a un long héritage de la littérature dans la photographie, dans le vocabulaire qu'on utilise, et aussi dans une filiation de certains artistes à une littérature. Je pense à Walker Evans par exemple, qui a fait des études en France de littérature et dont l'influence de Flaubert ou de Proust peut se ressentir dans sa démarche de photographe documentaire ou dit documentaire. Voilà. Donc photographie, je vous rappelle que c'est écrire avec la lumière. Ceci dit, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, bien sûr, c'est une façon de nommer les choses, mais il y a quand même une velléité dès le début de l'histoire de la photographie d'écrire, donc probablement de raconter. Alors, c'est quoi écrire? Donc écrire, j'ai pris quelques définitions comme ça qu'on peut tous trouver dans le Robert ou le Larousse, et puis dis donc que j'ai extrait des mots, des expressions qui pourraient bien convenir en effet à la photographie, à la question du récit de la photographie. Donc écrire, c'est tracer des signes d'écriture, un ensemble organisé de ces signes. Ensemble organisé, ça me parle assez, moi, dans le domaine de la photographie. Orthographier, écrire. Alors là, je vais être moins d'accord pour transposer ça dans la photographie, puisque la photographie, attention, je vais dire quelque chose qui peut peut-être choquer, mais n'est pas un langage dans le sens de la linguistique, en tout cas. Entrez, monsieur. Voilà, donc on peut dire, ça, je voulais souligner que la photographie ne peut pas être considérée comme un langage au sens de la linguistique, mais au sens de la théorie de la communication, on peut l'utiliser effectivement, on peut l'utiliser ce terme de langage, dans le sens où elle va transmettre un certain nombre d'idées ou de signes qui peuvent être interprétés. Mais on ne peut pas parler de grammaire, par exemple, en photographie. Donc écrire, ce serait consigner aussi. Bon, consigner, ça me convient. Noter par écrit. Et puis exprimer, exposer des idées, exposer dans un texte, et composer. Et j'aime bien ce terme de composition aussi. Alors, raconter, puisqu'on dit que peut-être une envie de raconter du photographe, c'est exposer par un récit. Donc, on retrouve le terme de récit. Relater, retracer, j'ai trouvé ça intéressant, comme dans le domaine de la photographie. Alors, raconter une histoire, il faudrait peut-être voir ce qu'est une histoire. Décrire, dépeindre, là je trouve que ça correspond assez bien. Dire, tout simplement. Bon. Mais tout ce qu'on dit n'est pas forcément un récit. Alors le récit c'est quoi? C'est la relation orale ou écrite d'une histoire. Et j'aurais envie d'ajouter peut-être qu'on pourrait dire une relation, ou c'est le fait de relater de façon visuelle aussi. Une relation visuelle. Bon, ce sont des propos qui rapportent des événements. Ok. En général, en littérature, on va être assez... il y aura un consensus pour dire que le récit comporte à la fois de la narration et de la description. Et qu'une description ne pourrait pas suffire à faire récit. Est-ce qu'un paysage est un récit? Par exemple. On pourrait faire récit. Alors, de manière générale, justement, là, un petit point de vocabulaire, ça va être reste littéral ce que je vais dire, et puis on va gentiment ouvrir ces notions-là vers ce que peut-être on entend par récit en photographie. Donc en tout cas en littérature, et puis dans le cinéma aussi, le récit, c'est le texte, la forme orale ou écrite qui présente une histoire.
L'histoire, c'est ce que le récit raconte, c'est-à-dire l'intrigue, les événements. Et la narration, c'est là que ça devient intéressant, c'est l'acte de mettre l'histoire en récit. Donc on ne peut pas utiliser histoire pour récit, narration pour histoire, récit, etc. Donc si on commence à parler avec ce genre de terminologie-là, sans mettre les mêmes idées derrière, on ne va jamais parler de la même chose, donc on ne va pas s'entendre. On ne va pas comprendre ce que veut dire notre interlocuteur. Ceci dit, c'est ouvert. Hein. Si quelqu'un dit pour moi le récit c'est autre chose, il n'y a pas de problème. Moi, pour un peu prendre des repères, je dis souvent que le récit c'est le que ou le qu'est-ce, l'histoire, le quoi, et la narration, le comment. Je vais vous donner des exemples. Enfin, vous pouvez vous imaginer aussi que le récit c'est le contenant qui contient à la fois la narration et l'histoire. Alors c'est peut-être un peu flou en se disant mais tout ça c'est un peu pareil, non? Vous connaissez le film Little Big Man peut-être? Oui. Ouais, ça vous parle. Bon, vous voyez, dans ce film, il y a un temps différent entre le récit et l'histoire. C'est un homme qui a 127 ans qui raconte sa vie. L'histoire, elle tient sur 127 ans. C'est la temporalité de l'histoire. Par contre, le récit dure 2h30. Ça, c'est le film. Donc on voit que ce n'est pas la même chose. Un récit peut commencer par le milieu de l'histoire. Pulp Fiction, par exemple. Donc on voit que ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc on ne parle pas la même chose. Le récit, c'est ce qui contient la narration, c'est-à-dire comment on raconte l'histoire. Et l'histoire, parce qu'on a besoin de l'histoire pour la raconter. Alors je vais donner 2 autres exemples de films. Un film que j'aime beaucoup de Barbara Loden, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Vanda, de 1970. Donc c'est le récit d'une jeune femme qui se laisse partir à la dérive. L'histoire, c'est une femme qui quitte mari et enfant, suit un voleur sur les routes américaines, font des braquages, blablabla. Succession d'événements. La narration, c'est le style du road trip, c'est l'utilisation du grain pour un aspect documentaire et réaliste. Encore que certains me diraient oui, mais ça c'est plus le traitement, mais ça fait partie de la narration à mon sens, et en tout cas c'est chronologique. Dans le monde de la photographie, dans le champ de la photographie, j'ai en tête, je l'ai là, mais je n'ai pas prévu de vous le montrer, c'est l'exemple simplement. La guerre de Scott, c'est un reportage de Craig Walker. Donc le récit, c'est un reportage photographique. Donc c'est un récit sur un vétéran d'Irak. L'histoire, c'est celle de Scott, qui vit un stress post-traumatique et qui éprouve difficilement son retour à la vie civile et que l'on suit sur une période. La narration, effectivement, ça va être ce reportage de plusieurs mois où on le suit dans son quotidien, dans ses difficultés, et dans une articulation texte-image qui nous permet de bien comprendre ce qui se passe dans l'image et qui est souvent utilisé d'ailleurs le texte et la légende dans le reportage photographique. Voilà. Alors, j'ai eu envie de vous lire juste une petite chose sur cette question du récit là. Il se trouve qu'il y a des gens qui sont, des personnes universitaires qui s'interrogent beaucoup sur la question du récit, de la narration, on parle même de narratologue, je veux dire. Et là, j'ai pris l'exemple, un extrait d'une contribution d'Anouk Chirol, qui est une personne universitaire qui a passé une thèse sur 4 photographes espagnols, qui se pose la question du récit et de ses limites dans l'œuvre d'Alberto Garcia Alix, qui est un grand photographe espagnol que je conseille. Une œuvre très ample et assez autobiographique, mais pas seulement. Et lui parle souvent de récit dans sa photographie. Et donc, elle se dit, est-ce que ce terme est bien adapté à la photographie? Elle dit, un récit est donc un ensemble d'événements. Il est aussi le passage d'un état antérieur à un état ultérieur opéré à l'aide d'un faire, d'un process. Autrement dit, un récit suppose un certain dynamisme, une évolution, des événements qui le font passer d'une situation à une autre. Pourquoi pas? Et elle dit plus loin, mais la définition du récit proposé ci-dessus pose quelques problèmes au moment d'être adapté à la photographie. En effet, lorsqu'on dit qu'un récit est un ensemble d'événements ou le passage d'un état antérieur à un état ultérieur, on est en droit de se demander si la photographie est capable de rendre cet aspect. La photographie est, selon Philippe Dubois, c'est un des théoriciens de la photographie des années 90, et selon Philippe Dubois, une coupe dans l'espace et dans le temps,
on voit mal avec cette définition comment elle pourrait marquer le passage d'un événement à un autre, puisque sa particularité est d'isoler un fragment d'espace-temps et de le figer. Par ailleurs, si on s'en tient à la définition de Roland Barthes, la photographie n'est jamais séparée de son aspect déictique, elle sert à montrer. Bon, on se dit, bah non, finalement, le récit, ça colle pas. Bon, évidemment, c'est un aspect très littéral de la question du récit. Ce qui va être intéressant là peut-être, c'est de rebondir sur ce que entend Patrick Lebescon sur cette question du récit, sur l'utilisation du mot récit, narration, histoire dans la photographie. Alors il s'adresse à vous. Je le lis, donc je change de casquette, là je suis Patrick Lebescon. Mesdames et messieurs, chers participants, je suis sincèrement désolé de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui pour cette exploration collective de l'univers du récit photographique. Cependant, je suis ravi de partager avec vous quelques réflexions que j'espère éclairantes et stimulantes pour nourrir votre expérience et votre discussion lors de cette conférence qui se déroule avec Emmanuel Madec. La photographie, dans son essence, est un puissant vecteur de narration. Elle capture non seulement des images, mais aussi des histoires, des moments et des émotions, offrant des fragments de réalité à travers lesquels nous pouvons explorer et interpréter le monde qui nous entoure. Mais comment les photographes parviennent-ils à tisser des récits à partir de ces fragments visuels? Et comment ces récits prennent-ils forme et vie à travers le processus d'édition? Dans notre voyage, à travers le récit photographique, nous plongeons d'abord dans l'acte créatif de la photographie elle-même. Les photographes armés de leur appareil sont constamment en quête de moments qui résonnent avec force et profondeur. Ils explorent, observent et captent, cherchant à imprégner chaque image d'une richesse narrative qui transcende la surface visuelle. Cependant, le récit ne se termine pas avec la captation de l'image. L'édition est un prolongement où les images se métamorphosent en histoires plus vastes et plus complexes. Les choix minutieux concernant la sélection, le chemin de fer, la mise en page et la forme de l'ouvrage contribuent à façonner, affiner et magnifier le récit inhérent à la séquence photographique. Le livre en tant qu'objet devient ainsi un espace privilégié où le récit photographique peut s'épanouir. Les pages d'un livre offrent une scène où les images dialoguent entre elles, créant des synergies, des contrastes et des résonances qui enrichissent la narration. Je vous invite à explorer ces questions et à réfléchir aux multiples dimensions de ce récit photographique. Je vous souhaite une conférence enrichissante et inspirante. Patrick Lebescon. J'aurai d'autres extraits aussi à vous partager tout à l'heure. On a une approche ici plus ouverte, je trouve, de la photographie, du récit dans la photographie, moins littérale, et qui correspond sans doute mieux aux aspirations des photographes contemporains. Alors, c'est quoi le récit photographique? Juste, j'ai souligné, moi, des mots qui m'ont quand même marqué. C'est la question de la séquence photographique, sans parler de chronologie, la séquence des images qui dialoguent, de synergie et de résonance. Je ne sais pas si j'ai déjà dit. Allô, voilà. Hop. Juste une chose, c'est que comme j'ai changé de plan, voilà, c'est plus le moment. On verra plus tard. Voilà. Bon. Souvent, si vous faites une recherche sur le récit photographique, vous allez tomber sur la première chose qui va arriver, c'est le roman photo, qui est un genre qui a quasiment disparu d'ailleurs. Roman photo a plutôt une couleur un peu romantique ou alors humoristique, avec par exemple les pages d'Harakiri que l'on pouvait trouver à une certaine époque, et on faisait des romans photos comme ça, avec un rapport texte-image par exemple. Et c'est pas vraiment de ça dont il s'agit quand on parle de récit photographique aujourd'hui, en tout cas, la plupart du temps. Alors le rapport image-texte est très intéressant par contre. On le trouve dans la littérature, encore une fois. Je pense à Nadia, d'André Breton, en 1928, où il inclut des photographies. Et puis à des auteurs comme Sebald, vous connaissez peut-être, ou Éric Vuillard, qui est proche de nous, où on utilise de l'archive photographique ou des photographies que des auteurs ont réalisées pour amener de l'authenticité au roman, au récit, qui devient quasiment un document. Voilà, et on pense souvent aussi à la séquence. Et là, on est forcé,
à force je ne sais pas, mais j'ai eu envie de vous montrer Dwan Mikkels. Et en fait, c'est vrai que dans la séquence, on va forcément adhérer à l'idée de récit. Pour moi, la question du récit ou de l'histoire, elle est liée à la durée. Un film raconte une histoire parce que c'est lié à une durée. La photographie, quant à elle, c'est un instant. Peut-on faire de la durée avec de l'instant? Dans une séquence, oui, puisqu'on transforme une série d'images en séquences. En séquence, en tout cas, elles sont ici narratives, la séquence est narrative, et linéaire, il y a quelque chose de chronologique. Voilà. Donc ça s'appelle The Things Are Queer, donc les choses sont bizarres. Vous connaissez peut-être cette... Alors que Dwan Mikkels, c'est un photographe américain qui utilise beaucoup la séquence, qui a beaucoup d'humour, de cynisme, parfois d'ironie, parfois. Donc on voit qu'il y a un phénomène de boucle où la première photographie est mise en abîme et on arrive à une photographie, à la photographie première. Ici, on a une séquence aussi, Narcisse, ok, un homme nu, regarde son reflet et cherche à atteindre son reflet dans l'eau. Okay. Je ne sais pas si c'est une histoire. C'est une situation, pas une histoire. Si on a des questions, on les posera à la fin. Alors oui, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure. J'ai prévu 3 moments d'échange. Pour pas que ce soit toujours moi qui parle et puis que ce soit pas trop long et pour que vous puissiez réagir en fonction de ce qui a été dit. Les questions, je les mets. Ouais, c'est ça. Ça va pas tarder d'ailleurs. Voilà, Grandpa Goes to Heaven. Ça, c'est, vous voyez, hein, un enfant qui assiste au décès finalement de son père, mais de façon hyper poétique. Et je trouve assez joyeux. De façon assez joyeuse, voilà. Alors, on a quelque chose qui est de l'ordre comme... alors, il y a les ailes qui font qu'il y a quand même quelque chose d'un peu dérisoire, de l'ordre du jeu, du monde enfantin en tout cas. Peut-être pas dérisoire, du monde enfantin, mais qui amène cette poésie. Il y a de la gravité, mais la séquence d'après, on sort de la gravité. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez... C'est onirique quand même. Mais aussi, oui, tout à fait, on est dans l'ordre du rêve. Ouais. Grâce à la lumière aussi. Grâce à la lumière, alors il y a un travail, alors on reviendra après sur les phases d'écriture. Mais effectivement, il y a un travail de photographe ici, et avec des intentions, on parlera aussi des intentions tout à l'heure. Bon, et puis on peut citer aussi Sophie Kalk, mais qui va faire aussi un rapport texte-image. Même ici, là, chez Dwan Mikkels, il y a un rapport texte-image parce que le titre est important. Gilbert Garcin, vous connaissez peut-être les photomontages de Gilbert Garcin, le titre est aussi très important, ça amène une lecture. Pour moi, la photographie est très liée quand même au texte et au contexte. Voilà, et Sophie Kalk connaît très bien ça. Sophie Kalk, c'est une artiste qui pluridisciplinaire et qui va utiliser beaucoup le texte et l'image et cette articulation sur des récits autobiographiques la plupart du temps. Elle utilise le texte pour attester de ce qui se passe dans l'image et vice-versa, c'est-à-dire que l'image atteste parfois de ce qui se passe dans la photographie. Mais en fait, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la photographie est à même d'amener du récit par elle-même sans reposer sur du récit de type littéraire, par exemple? Une question. On peut penser au journal photographique. Parce qu'il y a un rapport à une durée. Je pense à Nan Goldin, par exemple, bon, Sophie Kalk aussi qui fait parfois ça. Il y a un corpus d'images qui va raconter quelque chose sur une période. Donc on a quand même la question de la durée qui peut amener à peut-être raconter une histoire. Mais comme dit Annick Chirol, est-ce que ces fragments peuvent constituer une histoire? Tout à l'heure, on verra dans les extraits vidéo de Patrick Lebescon, on va citer quelqu'un qui est un artiste qui fait aussi des journaux photographiques. Enfin, peut-être pas ça comme ça, lui, pour moi, c'est fait partie de cette écriture-là. C'est Julien Magre, donc on y reviendra tout à l'heure à cette question du récit autobiographique. Bon, et j'ai tenté une définition qui est ouverte, que vous pouvez nourrir là, sur le récit photographique dans sa connotation contemporaine et dans l'attente qu'auraient les photographes actuels dans ce terme de récit. Donc je dis que le récit photographique est un désir, une volonté de ou du photographe de raconter avec la photographie, grâce à des outils narratifs qui seraient propres au médium, savoir lesquels, et ou associés à des supports mixtes
type texte, archive, objet, document. Dans les expositions qu'on voit pendant les rencontres, je pense que ça correspondrait assez. J'ai bien mis désir et volonté, parce que je ne sais pas si le but est toujours atteint, en fait. Est-ce qu'il faut l'atteindre? J'ajouterais ceci, j'ai rajouté ça il y a quelques jours en relisant, je me suis dit, oui, mais c'est-à-dire que dans cette approche-là, cette notion de récit repose sur une coopération assez importante du public. On repose quand même beaucoup sur le public dans ces cas-là, et donc sur une marge d'interprétation assez grande. Je reviendrai là-dessus. Bon. Avant une petite séquence d'échange, je voulais faire un petit point aussi sur encore un vocabulaire qui est emprunté à la littérature, mais qui est pour moi très important. On parle d'écriture en photographie. C'est-à-dire que je pense aux écritures de l'intime, par exemple. On a cité Nan Goldin tout à l'heure, Julien Magre, de choses qui sont autobiographiques, proches de soi. L'écriture documentaire aussi, ou les écritures documentaires. Puis on parle de l'écriture photographique d'un photographe. Alors qu'est-ce qu'on met là-dedans? C'est-à-dire qu'on peut au moins avoir 3 moments d'écriture, celle de la prise de vue, cadrage, distance, plan, alors qui implique des choix, l'editing, ou le tri si vous voulez, qui implique des choix aussi, et la mise en espace, exposition, livre, slideshow, etc. Donc là on va être dans la monstration, qui implique des choix également. J'ajouterais quand même le traitement de l'image, à un moment donné, entre la prise de vue et l'editing, mais c'est à ce moment-là que ça se fait. Dans l'écriture photographique, il y a des choix, bien sûr, de distance de cadrage, mais il y a aussi les choix plastiques que l'on va faire, les supports, la granulation, le grain que l'on a envie d'avoir dans sa photographie, et puis le contraste, etc., un certain nombre de choix plastiques. Voilà. Alors, en fait, la question moi, que je me pose personnellement, c'est est-ce que la photographie est un vecteur de narration, un médium narratif, ou est-ce que la photographie est un récit en puissance? Voilà, vous avez 2 heures devant. Donc voilà, je vous propose un premier temps d'échange parce que j'ai consciemment été assez, encore une fois, littéral sur cette question de récit, histoire, narration. Vous voyez bien que Patrick Lebescon a quelque chose de beaucoup plus fluide avec ça. Et on va s'ouvrir peu à peu à cet aspect plus fluide. Tout en essayant de poser des jalons et des repères aussi, parce que le risque en fait de ne pas avoir de repères dans une idée ou un concept, c'est que ça devienne illisible et qu'il n'y ait plus de spécificité. Si tout devient récit, il n'y a plus de récit. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut, même s'il faut laisser de la souplesse et de la transformation. Allez-y. Voilà, les idées sont quand même assez mobiles. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ce qui a été dit? Oui. Alors, moi je m'interroge parce que c'est vrai que quand on m'a dit récit, au départ j'avais posé la question, qu'est-ce que c'est ce récit qui est inclus dans les photos? Voilà. Oui, je me suis dit récit, oui, pour moi c'est l'écrit. Après, avec l'apport que vous m'avez très bien décrit et donné, voilà. Mais je me suis dit, quand on regarde quelque chose en photo, il y a un début, on nous dit, ouais, oui, il faut commencer par là, ou on nous dit, bon, il faut aller où vous voulez, voilà. Ouais. Mais dans le récit, c'est vrai qu'il y a un début, il y a une fin. Alors, dans une histoire, il y a un début, un milieu et une fin. Voilà. Dans un récit, en photo, ça peut être... il n'y a peut-être jamais de fin. Eh ben, c'est très intéressant ce que vous dites, et effectivement, Annick Chirol peut dire que... si on justifie les moyens, mais bon. C'est-à-dire que si on est dans un rapport de durée, effectivement, on va avoir l'histoire doit avoir un début, un milieu et une fin. Mais en fait, on va passer par de la narration pour raconter cette histoire et en faire un récit. Et quand son médium, notre médium est la photographie, ben on fait avec ce qu'on a, j'ai envie de dire. C'est pas que c'est un médium faible, que ce serait un art faible, c'est pas ça du tout. Ah non, mais c'est plutôt que son potentiel est dans ses limites. C'est limité quand même. Voilà. C'est limité. Mais c'est là que ça prend un peu d'aura d'une certaine façon. C'est-à-dire que... Pour ça, c'est sa fin.
Pardon? On peut rester sur sa fin. Mais tout à fait. Parce Tout que, à fait. parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est pour ça que je me suis interrogée en venant ici, je me suis dit, bah, ça va me donner du grain à moudre, parce que je me suis dit, souvent je me suis dit, mais moi je mettrais autre chose, enfin, il manque encore des choses, mais c'est normal. La photo, c'est ça, c'est sans fin. C'est... Alors je dirais pas que c'est sans fin parce Ben, que on sait pas si alors on peut mettre- certains diront par exemple que il n'y aurait pas de récit dans la photographie. Alors il faut savoir si on parle du récit dans une photographie ou Non. du récit dans une séquence de photos, Non. dans un ensemble. On va essayer d'être voilà de pouvoir exprimer de quoi on parle quand on en parle, moi aussi. Un récit Dans une ne peut pas- photographie, ne peut pas se ça- faire qu'avec une photo pour moi. excusez-moi. Pardon? Le récit ne peut pas se faire qu'avec une photo. Et peut-être que je me trompe. Il peut y avoir de la narration Oui. dans une photo Ouais, la narration. sans qu'elle fasse complètement récit. Ou je spoil peut-être un peu ce qu'il va dire après, mais en fait le récit est peut-être parfois hors, au-delà de l'image, quoi. Voilà. Quand je dis que, quand je pose la question de est-ce que la photographie n'est qu'un récit en puissance, c'est-à-dire que c'est peut-être un starter, c'est peut-être une amorce. Oui, c'est un support. Oui, mais c'est une amorce à quelque chose qui se transforme Ça se après, projette. Hein, mais qui n'est peut-être pas dit par le photographe lui-même. Voilà, vous verrez dans les extraits de vidéos qu'on a tout à l'heure, il y a un des photographes qui va parler de ce côté lacunaire de la photographie. Parce que aussi, bah, je sais, c'est brûlé pour point, mais je me serais pris à regarder des photos à l'Expo et en me disant, tiens, je vais noter ça, parce que c'est moi, mettons que c'était moi qui avais, et je me suis dit, bah, j'aurais dû mettre quelque chose dessus parce que les gens ne vont pas comprendre. Et je me suis dit, le récit manquait, enfin, ou alors la trame, l'écriture quoi manquait. Pas pour expliquer l'image? Oui, pour expliquer, voilà. Parce que ça peut être ça aussi, un récit, ça peut être aussi. Oui. Parce que même si on voit, d'accord, les photos, on peut dire, ça s'appelle l'imagination, on peut dire, ah voilà, moi j'en ferais ça, un récit. Voilà. Oui, alors c'est toujours pareil, c'est là où on se situe. Et on peut penser par exemple à, je pense à Douaneau que tout le monde connaît. Lui il se présentait et se décrivait comme un illustrateur. Voilà, ça, je cherchais le mot. Voilà. Mais est-ce que la photographie est C'est cantonnée pas à l'illustration. l'illustration? Moi personnellement je ne pense pas. Ouais. Mais parfois, oui, il m'est arrivé de voir des expositions de très bonne qualité, avec des, je pense au photojournalisme notamment, avec des auteurs très courageux qui nous montrent, qui nous donnent à voir, j'en parlerai aussi quelque chose, mais quelque chose qui ne serait pas visible sinon, qui nous rapporte quelque chose. Mais l'exposition était assez brute, on voyait les images, et puis on avait un petit livret avec les légendes. Et je me suis aperçu qu'à la fin de l'exposition, j'étais comme ça, et que l'histoire, elle était là. Voilà, mais les images étaient fortes, je veux dire, elles m'ont marqué. Bien sûr. Mais ce n'était pas les images qui faisaient récit, je pense qu'elles résonnaient avec le récit qui était dans mes mains, et qui était la légende et le texte. Voilà. Peut-être ça vous laisse moins de place dans votre tête de vous faire votre récit grâce aux images. Une expo comme ça, un photographe comme ça. Parce que... Oui, et puis je pense qu'il laissait pas. Son intention, et c'est un photoreporter, photojournaliste, n'était pas de me laisser beaucoup d'espace d'interprétation, il était là pour témoigner, Voilà. de toute façon. Donc il était là, c'est vraiment sur la théorie de la trace, là, et de montrer, comme dit Barthes, quoi. Il y a d'autres questions? Ouais, moi j'ai une petite question parce que il me semble que par rapport à la question de la narration, la photographie ne distingue pas forcément tellement de la peinture. Et en quoi finalement, finalement ça se distingue de la peinture? Est-ce que les réflexions qui ont été faites, parce que la peinture, quand on pense à la narration dans la peinture, on pense peut-être à la composition. J'imagine que dans la photo ça doit être un petit peu Ça va être ça, oui. Non, pas du tout. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu des réflexions préalables à l'émergence de la photographie sur cette question-là via le médium de la peinture Eh bien, et de l'art figuratif de manière générale? Eh bien, en fait, on peut dire, enfin, je crois qu'aussi Amaury Lacuna dit quelque chose comme ça, je me demande s'il ne dit pas l'inverse. Une photographie, pour moi, a de la narration dans sa composition, les intentions du regard, etc. Pas de problème, enfin, là-dessus, c'est sûr. Elle ne fait pas forcément un récit. Elle peut être une amorce de récit. Elle ne fait pas forcément récit. Donc pour moi, je ne le distingue pas avec la photographie. Par ailleurs, le mot récit dans le champ de la photographie contemporaine, je ne l'ai pas rencontré beaucoup avant ces 10-15 dernières années. Avant, on parlait beaucoup de narration. Et un vocabulaire qui est un peu, une rhétorique qui a un peu déserté le champ de la photographie, qui pour moi est essentiel,
C'est celui de la vision, du regard, du dévoilement, de la révélation, et finalement de montrer, quoi, mais montrer avec un certain nombre d'intentions. Pour moi, c'est une expérience du regard avant tout, la photographie. Alors, une des questions que je posais dans la citation, là, qu'on posait avec Patrick, c'était d'où vient ce fort désir de récit d'une part des photographes? On répondra peut-être à la fin. Pourquoi, d'un coup, arrive cette idée de récit? Je trouve que c'est pas anodin que pendant des années on parle de narration dans l'image, dans une certaine, effectivement, un certain héritage de la tradition des arts plastiques et de la peinture. Du coup, il y a du récit. Pourquoi faire récit? Une période particulière, peut-être. Je ne sais pas. Ok, il y a d'autres questions? Ou interventions, réflexions Ok. Bon, je vais vous partager un livre. On a une liseuse formidable. Parce qu'en fait, quand on veut parler de livres, quelquefois, on est amené à montrer des photos de livres. Alors, on peut montrer des livres en direct. C'est formidable. Il faut un peu d'eau. Alors, je vais vous parler. Enfin, je vais parcourir, il faut que je fasse attention au temps. Je vais parcourir avec vous quelques pages d'un livre qui parle de livre photo. Un livre photo qui parle de livre photo. Parce que le livre a quand même une histoire particulière avec la photographie depuis ses débuts. Voilà. Donc il y a une continuité avec la littérature par moment, chez certains photographes, mais aussi il y a une histoire ténue entre photographie et livre. Ok, bon, on verra ce qu'on verra. Hein. C'est déjà pas mal. Comme les autres livres seront des livres de photographie, pas des livres qui parlent de livres de photographie, on verra mieux. J'avais envie de parler de... On ne voit pas quand je suis devant en fait, c'est ça? Toi tu vois pas. Ok. The Pencil of Nature. Vous connaissez certainement ce livre, ça pour certains d'entre vous. The Pencil of Nature, c'est le premier livre de photographie. Ah ben attendez, avant je vais peut-être vous dire de quoi il s'agit. Donc en fait ça, c'est le livre de photographie, une histoire, volume 1. Donc ça existe, ils sont 3 volumes. Une sorte d'encyclopédie du livre photographique qui a été dirigée par Martin Parr et Jerry Badger. Édité chez Phaidon. Martin Parr, c'est un photographe anglais qui est aussi commissaire d'exposition, aussi artiste appropriationniste de l'image, et qui est connu pour des travaux documentaires d'abord assez ironiques sur les masses, notamment en Angleterre, mais aussi dans le monde. Et puis Jerry Badger, c'est un historien de la photographie anglais. Ils se sont associés pour justement répertorier les livres marquants de l'histoire de la photographie, avec leurs atouts, mais aussi leurs limites. Et donc, le premier livre de photographie, officiellement en tout cas, c'est celui-là, The Pencil of Nature, d'Henry Fox Talbot. Henry Fox Talbot, c'est l'un des créateurs de la photographie, l'un des inventeurs. Pas un inventeur, il y a plusieurs inventeurs, dont Hippolyte Bayard, Daguerre, bien sûr. Donc c'est à la fois un essai, voire un manifeste sur les applications possibles de la photographie, c'est aussi un livre d'art. Il y a un rapport texte-image, c'est une démonstration. À quoi va servir la photographie? En quoi la photographie est un instrument de la modernité? Alors ce que je trouve intéressant dans son livre, outre le fait qu'il fasse le premier livre bien sûr, pour la petite histoire, c'était vendu par fascicule de 6 pages environ, et on devait soi-même faire la reliure du livre à la fin. Et en fait ce livre est un livre incomplet, ça n'a pas beaucoup marché. Entre 1844 et 1846, il y a eu certains fascicules, 6 fascicules je crois, qui ont été édités, mais en fait il n'est pas complet. Bon, Talbot dit dans son livre, entre autres, la photographie doit avant tout être un art documentaire. Notez la juxtaposition de art et documentaire, mais il faut prendre art dans le sens d'une maîtrise et un moyen d'enregistrer la réalité du monde. Alors, il pense que l'image est objective, impartiale.
dit il y a une foultitude de détails, justement, que la peinture n'est pas capable, elle serait capable de montrer peut-être, mais un peintre ne porterait pas autant d'attention à tous ces détails. Donc il y a un effet de réel accru. Donc il prédit notamment l'utilisation judiciaire de la photographie, fonction de preuve notamment. Donc longtemps on a un petit peu enfermé la photographie dans ces fonctions de preuve-là. Et notez qu'il utilise le terme the pencil of nature, donc le crayon de la nature. Donc il y a une continuité dans l'acte d'écrire, dans l'acte de création humaine, et à la fois il y a une contradiction parce que ce serait la nature qui écrirait naturellement. Donc il y a l'idée il dit d'ailleurs, l'appareil photographique est capable d'enregistrer de façon impartiale, de la même manière, avec autant d'impartialité, le ramoneur sur son échelle, près de sa cheminée, et l'Apollon du Belvédère au Vatican. On est au début de la photographie. Ça veut dire qu'il occulte complètement l'idée qu'il y aurait des intentions de photographe. Donc, il occulte quasiment l'idée d'écriture photographique. Et on est au début, hein. C'est quelqu'un qui a déjà beaucoup fait pour la photographie. Voilà. Je fais un bond assez énorme dans l'histoire, en sachant que les contraintes techniques, une certaine idéologie européenne, impérialiste, va amener à créer un certain régime d'image pendant longtemps. On va photographier le monde dans un acte d'appropriation, de classification, dans l'idée qu'on fait un acte scientifique en photographiant des traces du monde. Il n'y a pas que ça, hein. Je fais une grosse ellipse parce qu'il y a aussi des pictorialistes qui, eux, vont imiter la peinture pour donner une légitimité à la photographie en tant que. Je n'en parle pas ici. J'avais envie de parler de ce livre parce que c'est un autre manifeste qui arrive presque un siècle plus tard, celui de Werner Graff, qui s'appelle « Et voici le nouveau photographe ». Werner Graff, c'est un photographe allemand, il fait partie de ce qu'on appelle la nouvelle vision. Et la nouvelle vision, c'est lié à Molinage, et c'est un élève d'ailleurs du Bauhaus. Et en fait, ils vont essayer de créer une nouvelle esthétique photographique. Je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que là, justement, ça introduit la question du point de vue, de la construction d'image et de la recherche d'une construction d'image qui serait peut-être plus moderne. Aussi parce qu'il y a des innovations technologiques qui le permettent, c'est-à-dire que les appareils sont plus petits. Donc il va parler du cadrage, il va parler du point de vue, il va dire qu'on peut faire des photomontages. Photomontage, donc c'est plus seulement réel, donc ça devient un objet qui est graphique, un objet qui est plastique. Donc on en fait quelque chose qui est à ce moment-là autre, n'est pas cantonné forcément à une restitution des réels, ce qui était déjà pas mal. Ok. Hop. Walker Evans. Bon, je pense que certains d'entre vous connaissent bien Walker Evans, ou en tout cas ont des images en tête, notamment de la Farm Security Administration. Il est connu pour avoir documenté les campagnes américaines après le Dust Bowl et la crise de 29. Bon. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un catalogue, et c'est aussi un livre. C'est le catalogue du MoMA, de la première exposition monographique d'un photographe, je crois, au MoMA, donc il date de 1938. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il reste classé dans le panthéon des livres de photographie, si vous voulez, parce qu'il est très réussi. Donc on n'a que quelques pages ici, on ne voit pas grand-chose. Mais Martin Parr et Jerry Badger nous disent en gros que... ils nous disent ceci, je vais vous le dire. Alors il donne une vision, sa vision des États-Unis, et il essaie de nous montrer l'envers du décor du rêve américain. Donc si je vous parle de lui aussi, là je vais citer après les auteurs, mais c'est que, en fait, dans ce que j'essaie de vous amener là, c'est que peu à peu, il y a quand même des idées d'intention, de discours et de narration. Je vous disais que le récit là est apparu il y a quelques années, et qu'on parlait de narration à une époque et de discours aussi, que des choix formels portaient une vision du monde, donc un discours sur le monde. On retient un peu moins aujourd'hui, j'entends beaucoup moins cette question du discours dans la photographie. Et on va voir là que, dans les exemples que je vais donner, qu'effectivement ça peut tenir une posture parfois politique en fait aussi. Voilà.
Alors, Martin Parr et Jerry Badger là, nous disent il ne s'agit donc pas d'un simple ouvrage sur le monde environnant, mais d'un ouvrage sur la photographie, sur la façon dont la photographie représente le monde et les histoires qu'elle peut être amenée à raconter. Donc, cette expression, être amené à raconter, c'est intéressant. Il parle d'histoire. Et puis il cite John Sarkowski. John Sarkowski, c'est un conservateur important du MoMA de 62 aux années 90. Et il dit il est difficile de savoir aujourd'hui avec certitude si Walker Evans a décrit l'Amérique de sa jeunesse ou s'il l'a inventée. Alors, pourquoi il dit ça? Parce que l'une après l'autre, les images associent des formes et un contenu complexe, poignantes et pleines d'ironie amère. Elles accumulent des métaphores encore empruntées au monde littéraire, sur le fossé entre l'intention et la réalité, sur la violence et la misère, sur les existences étriquées derrière les façades minables, sur l'espoir indomptable de petites gens qui essaient de façonner, même sommairement, leurs morceaux de rêve américain. Donc, je trouve qu'il y a ici un certain nombre de termes qui nous font penser effectivement à l'intention, au discours et à une narration en tout cas. Puisqu'il y a une construction, dans le livre en fait, il construit vraiment ses pages, on aura des exemples tout à l'heure plus probants, mais on voit mieux, mais par résonance aussi de signes et de formes par moment. Alors, quand je disais qu'une... Ça, c'est quand même très célèbre aussi, August Sander. August Sander, c'est un photographe allemand qui est connu pour avoir photographié les métiers de l'Allemagne des années 30, avec un certain choix formel. Bon. En fait, je vous disais tout à l'heure que certains travaux photographiques peuvent s'appuyer sur beaucoup de coopération de la part du public. Et pour le coup, ici, ça repose, il y a une certaine objectivité, en tout cas recherchée, et ça laisse pas mal d'espace à l'interprétation. Il y a deux types d'interprétation au moins qu'on peut avoir sur ce travail-là. Soit on peut se dire, finalement, August Sander photographie les métiers d'Allemagne avec le même point de vue, que ce soit un ouvrier ou un banquier, un bourgeois, un acteur, un officier de l'Allemagne nazie, et que finalement il met tout sur un plan d'égalité. Ou soit, comme certains le pensent, il est dans une sorte d'héritage d'un regard néocolonialiste et il réduit la figure humaine à leur fonction sociale. Et en fait, comme le discours n'est pas très clair, n'est pas clairement énoncé dans ces photographies-là, il y a une marge, c'est tendancieux si vous voulez. Voilà. Alors, les auteurs du livre, eux, disent c'est un exercice positiviste, un peu sentimental, alors c'est pas ça. L'œuvre maîtresse de Sander appartient totalement au XXe siècle, même si elle s'enracine dans la science, entre guillemets, douteuse de la physionomie du XIXe siècle, elle est sceptique, objective, lucide. Et puis en fait, il cite Alfred Döblin, qui lui va faire en fait un peu l'apologie de ce travail en disant qu'il a un intérêt scientifique. Et les auteurs disent, bah oui, mais quand même, depuis Walter Benjamin, les théoriciens mettent en doute ce genre de connaissances transmises par la photographie. Le fait que la photographie puisse transmettre des informations un peu scientifiques, quoi. Voilà. Alors, je vais simplement citer très rapidement Paris la nuit de Brassailles, qui est un livre de 1933, qui a eu un retentissement relatif, parce qu'on est quand même au début de la photographie en tant que cas, mais qui est pour moi un exemple du dévoilement, de montrer l'invisible. Il nous montre le monde de la nuit et porte au regard ce que, globalement, on n'a pas envie de voir. Donc les prostituées, les clubs homosexuels, voilà, tout ce qui est le monde de la nuit, des lieux un peu intérieurs. Je cite au passage Henri Cartier-Bresson, donc Image à la sauvette ou bien The Decisive Moment selon la version américaine ou française, simplement pour dire que c'est quand même quelqu'un qui, en termes d'écriture photographique, a beaucoup amené. Bon, il y a l'instant décisif si on veut, mais c'est pas tellement ça, c'est la façon dont il structure son image qui lui est propre. Il y a une identité. C'est pas seulement un style,
c'est qu'il y a une façon de composer ou de recomposer le monde pour le donner à voir. Et ça, c'est une façon d'écrire. Pour moi, il y a de la narration dedans, dans cette composition-là. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui se met vraiment aussi dans une perspective, enfin, en tout cas, je trouve, moi, dans une perspective d'art, ou de démarche d'art, parce que vous verrez que dans ces deux pochettes, ces deux couvertures de livres, sont des artistes qui sont intervenus pour les illustrer, donc Matisse et Miro aussi. Voilà, je passe très vite sur les deux derniers. Le Café Leibniz d'Anders Petersen, et puis qui va résonner un peu avec Larry Clark, mais je présenterai plus tard Larry Clark. Dans ce livre-là, Anders Petersen, c'est un photographe suédois. Il va vraiment s'immerger dans un café à Hambourg, où c'est un lieu aussi interlope, et où on a de la prostitution, où les gens qui sont déglingés, finalement, on va le dire comme ça, et qui sont dans des excès. Mais en fait, il va avoir un point de vue un peu novateur, c'est qu'il fait partie de cette communauté. Donc c'est un regard vu de l'intérieur. Alors, il y a question à un moment du point de vue qui intervient aussi. Et c'est aussi une démarche d'auteur. À un moment donné, moi, je photographie ce qui m'entoure, ce que je connais, ce que je côtoie, je fais partie d'eux. Donc là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre pas seulement de l'autobiographie, mais ça, en tout cas, ça part d'un matériau autobiographique. Par ailleurs, pour ce livre, il a aussi confié son appareil aux autres personnes, aux autres clients du bar qui se sont photographiés entre eux. Donc ça devient une œuvre collective. Donc, il y a un certain nombre d'intentions ici qui sont plutôt singulières. Voilà. Pour ceux qui connaissent Anders Petersen et qui connaissent ce livre-là, on a une esthétique qui est héritée du reportage un petit peu, et qui va vraiment se transformer durant sa carrière, et se radicaliser sur les contrastes, les noirs, les cadrages, avec du grain qui est de plus en plus présent, une sorte de plasticité en tout cas qui apparaît. Et vraiment là on est au début de son travail, mais c'est assez emblématique de sa démarche de documenter sa vie, et finalement documenter des aspects de l'humanité à travers son travail. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure un livre qui est important aussi, si on a le temps, c'est celui de Larry Clark. C'est tout ça que j'ai ici. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Patrick. Donc je crois qu'il faut que je change de connexion avant. En fait, je vais poser quelques questions avant que je vous passe ces vidéos-là. Je lui ai posé quelques questions parce que je me suis dit que c'était peut-être des questions que vous lui auriez posées. Je vais vous lire les réponses qu'il m'a confiées. Oui. Ensuite, je passerai la vidéo. Voilà, ok. Je lui ai demandé c'était quoi pour lui la narration. Et c'était quoi le récit. Puisque j'avais observé que, quand même, on ne parlait pas souvent de la même chose quand on parlait de narration, de récit ou d'histoire. Bah, que ce soit lui ou d'autres, hein, c'est qu'on n'a pas toujours créé de cadre pour nos discussions. Et il me dit, la narration en photographie, selon moi, est l'art subtil de mettre en séquence et de composer des images pour articuler une histoire visuelle fluide et engageante. Quant au récit, il symbolise plus l'histoire concrète et souvent intime de l'artiste, reflétant des expériences vécues, des perceptions et des émotions, créant un lien puissant avec une réalité ressentie et interprétée. Alors, je lui pose les questions suivantes. Je lui dis, mais comment interagis-tu avec les photographes pour articuler leur image dans un livre ? Mettez-vous comme objectif de faire récit, par exemple. Ou bien cela dépend-il des projets ? Et puis je rajoute, est-ce que la question de la narration est importante pour toi dans un projet de livre ? Alors, il dit, lorsque je travaille avec des photographes pour assembler ou composer leurs images dans un livre, l'interaction est centrée sur la compréhension de l'histoire qu'ils veulent raconter.
Nous discutons profondément de leur vision et intention. J'étais content de leur vision, par exemple. L'objectif de faire récit est souvent une priorité, mais cela dépend réellement de chaque projet personnel et éditorial. La question de la narration est très importante, car elle guide la disposition des images, la mise en page, la forme du livre, comment l'image existe sur une double page. Ceci nous aide à donner un rythme un peu comme une partition de musique et ainsi créer une expérience immersive pour le lecteur. Enfin, quels sont les autres aspects pris en compte pour la réalisation d'un livre de photographie, lui ai-je demandé. La réalisation d'un livre de photographie est un processus multifacette qui va bien au-delà de la simple sélection et séquençage des images. Elle implique une réflexion approfondie sur des éléments tels que le graphisme, la mise en page et la typographie, qui sont essentiels pour amplifier et honorer la démarche artistique de l'auteur. Le choix des matériaux tels que le type de papier, la reliure et les finitions jouent également un rôle significatif, influençant non seulement l'esthétique du livre, mais aussi la manière dont il est perçu et expérimenté par les lecteurs. Enfin, l'éditeur occupe une position unique et cruciale en tant que passeur entre la création artistique et le lecteur. C'est à l'éditeur qu'incombe la responsabilité de donner vie au livre afin qu'il résonne et trouve sa place dans les réseaux de diffusion, assurant ainsi qu'il touche un vrai lectorat. Parce qu'à un moment, quand même, c'est faux. Il faut que ce soit vu. Un peu dense, on pourra revenir dedans, dans son texte, mais j'ai aimé mettre en séquence, articuler une histoire visuelle, fluide. Alors, il dit raconter une histoire, mais il dit aussi que le récit symbolise une histoire. Et j'ai trouvé cet aspect très intéressant dans le champ de la photographie. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas, encore une fois, dans l'idée de raconter littéralement une histoire, mais peut-être, j'ose le mot, évoquer. Voilà, une interaction entre les images, une expérience immersive. Et il parle de séquençage aussi, mais en fait, il ne parle pas d'une séquence chronologique. Et on verra dans les livres que ça peut être une séquence visuelle, une séquence qui joue sur le signe, qui joue sur la forme, notamment. Voilà. Je peux poser une question une fois Parce que j'aime bien, parce que quand ça me vient comme ça, après je risque. Eh bien, si vous voulez, après je comptais un petit moment d'échange après les vidéos plutôt. Parce que là, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, il y a des approches différentes d'écriture photographique et donc de récit, si on veut. La question, c'était suite au Alors, questionnement que vous aviez émis. Allez-y. Au questionnement que vous avez émis, parce que je me dis que, comme il y a eu beaucoup de questions, est-ce que ça a répondu à ce que vous avez posé, c'est-à-dire... Ces questions-là, pour moi, elles étaient surtout pour vous. C'est-à-dire que ça m'intéressait, on a discuté au téléphone quand même, donc je sais à peu près comment il voit la question du récit, mais en fait, ces réponses sont dirigées vers vous. C'est vous, qu'est-ce que vous en prenez? Est-ce que ça vous convient? En tout cas, c'est lui, il vous communique là la façon dont lui il perçoit la narration et la place de la narration et du récit dans la fabrication d'un livre. Voilà. Parce qu'on ne peut pas se mettre à la place du public, c'est-à-dire que c'est bien. Hein, non. Oui, bah non, je sais bien. Moi, j'aurais posé, s'il était devant moi, j'aurais demandé, mais pour vous, est-ce qu'il y a une suite logique dans la photo? C'est-à-dire quand on implique photo, est-ce qu'il y a vraiment une suite logique? Eh bien, moi je sais, je vais pas récit, il y a une suite logique dans ce qu'on met. Eh bien, il parle de chemin de fer à un moment donné dans un texte. Vous voyez ce que c'est un chemin de fer? C'est dans un livre, c'est que la succession des pages, comment on va les orchestrer, les composer, j'aime bien ce rapport à la musique. Et il y a une suite, alors logique, je dirais pas, oui, ça peut être logique, mais ça peut être aussi instinctif, dans le sens où, quand même, la photographie, c'est là on va prendre un peu, on va élargir un peu, c'est comme un médium qui est entre. Et j'ai envie de dire, il ne faut peut-être pas le faire rentrer dans des choses qui ne lui sont pas propres. Quelquefois, je dis qu'il ne faut pas trop lui demander non plus. Et quelquefois, on sent des choses. Il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Wolfgang Tillmans, qui fait des expositions, et justement on parlait de la place de la narration ou du récit dans l'exposition, est-ce que c'est la même dans le livre? Dans le livre, la plupart du temps, vous allez avoir quelque chose de linéaire, qui tourne des pages. Éventuellement, certains vont tenter des choses comme ça, à un certain coup, on peut faire un accordéon, mais ce sont des pages qui vont résonner les unes après les autres. Dans un espace d'exposition, ça va être quelque chose de beaucoup plus immersif.
Et Wolfgang Tillmans, il peut arriver avec tous ces tirages, comme ça, il dit bon, moi j'ai envie de montrer ça, je travaille sur tel thème, il va les mettre par terre, il va travailler pendant une semaine, il va créer quelque chose, qui n'est pas pour moi de l'ordre du récit, mais qui est de l'ordre de la résonance, de la suggestion, qui est de l'ordre effectivement du signe. Et en fait, il crée un geste esthétique qui peut avoir un sens pour nous, parce que ça reste dans la photographie, qu'on est rentré, on est quand même ancré dans le réel, hein, même si j'aime pas ce terme-là avec la photographie, mais dans le sens où elle a un effet de réel, si vous voulez. Elle a un effet de réel, et donc ça procure pour nous, ça nous produit peut-être des amorces d'histoire, en tout cas des sensations visuelles, et peut-être émotionnelles. Donc je ne pense pas qu'il travaille que par logique, par exemple, comme Tillmans, mais par instinct, par sensibilité. Voilà. On va commencer par... Alors, on va commencer par quoi? Une vidéo qui n'est pas un entretien avec un photographe, qui parle d'une image d'un photographe, issue de Je n'ai plus peur du noir, donc de Julien Magre. Je ne sais pas trop si j'ai envie de lire le texte de Patrick avant ou après. Je vais le lire après. Voilà. Parce que je vais vous laisser découvrir les choses. Alors il y a de l'émotion, hein. On peut dire quand même. C'est donc quand même un texte qui a été écrit par une journaliste de France Culture sur une image de Julien Magre, issue d'un livre qui s'appelle Je n'ai plus peur du noir. D'un livre qui s'appelle Je n'ai plus peur du noir. Issue d'un livre qui s'appelle Je n'ai plus peur du noir. Excusez-moi. Voilà. Normalement ça marche. C'est parti. Et le son. Il y a des nuits où on en voudrait presque au sommeil, de nous voler des mots, des moments d'un échange perpétuel, rien ne se perd, d'un jour à l'autre, l'aube nous retrouve en l'état à 6h02 sur France Culture quand les petits matins commencent. C'est un bout de plage comme une île, le plan est resserré sur un seul corps et pourtant on sent qu'autour c'est le vide. Il y a du vide partout, rien ne sera jamais plus comme avant. Un bout de plage comme une île. On se cramponne à un bout de terre, à une poignée de sable, pour ne pas se laisser emporter loin de la rive. Ce serait tellement facile de lâcher, de se laisser engloutir. Alors non seulement on reste à sa place, mais on essaie de faire comme si c'était facile, comme si c'était naturel de ne pas bouger, de rester là, tout seul, avec plus personne à côté. Il y a une femme brune aux cheveux mouillés qui tombe sur ses épaules nues. Un maillot de bain fleuri, sans bretelles, le dos nu qui se donne complètement au soleil. Un corps de femme tranquille, allongé sur une serviette rose. Ses jambes sont coupées par le cadrage. On ne voit pas son visage. Un corps pris en plongée, en tension, accoudé par terre. Elle regarde autour d'elle. La plage et la vie qui continuent dans l'absence. À côté d'elle, une parcelle de gazon vert plantée là comme ça, au milieu du sable fin. Un tapis d'herbe verte, comme une bizarrerie réconfortante dans ce peu de paysage. Les vacances sans elle. Ce moment surréel d'un début de deuil. Tout le monde incrédule. La fille du photographe Julien Magre, Suzanne, est partie un 25 juin 2015. Et puis il y a les jours d'après. Les vacances d'été sans elle. Juste sa compagne, la mère de sa fille, sur cette plage en attente. Julien Magre avait passé un marché avec Suzanne, malade. On fait des photos ensemble et la fin du livre, ce sera la guérison et les grandes vacances. Ce sont des images douces, des images où de l'herbe verte en quantité repousse dans ce paysage de sable, où le soleil ne s'impose pas, de la discrétion partout, comme en attente du prochain mouvement qui fait réaliser qu'il y a une vie à vivre après, et qu'il faut être là pour voir ça, pour elle. Des images où ce visage d'enfant, souvent grave, qui se donne au baiser de sa mère, au regard de son père,
Ce visage-là, aux taches de rousseur et au regard profond et clair, s'imprime partout, dans toutes ces photos d'absence, comme si on le connaissait depuis toujours, ce visage. C'est une série qu'on peut voir au Festival MAP qui se tient tout ce mois de juin à Toulouse, avec pour thème la famille. Ici, dans cette série de Julien Magre, la famille porte la vie et continue un chemin. Avec une phrase en tête issue d'une autre série du photographe, nous vieillirons ensemble, suite. Des mots d'amis aussi doux que définitifs, elle tenait de vous, et désormais, c'est vous qui tenez d'elle. Ok. Texte. Alors, une photographie commentée avec sensibilité par Émilie Chaudet de France Culture est une note visuelle à l'expérience universelle du deuil, une traversée de la douleur intime de perdre un être cher. Émilie Chaudet, par ses mots précis et émouvants, nous guide à travers une scène de plage, un lieu qui devrait être associé à la détente et à la joie, mais qui est ici métamorphosé. Elle dépeint avec éloquence une image, une composition où chaque élément, du corps féminin à l'herbe verte insolite sur le sable, semble imprégné de l'absence, de la perte et d'une douleur presque palpable. Alors, est-ce que vous avez envie d'intervenir sur... Une douleur presque palpable, excusez-moi d'intervenir, mais... Non, je vous invite à intervenir. Comme on la voit à son visage, je perçois, j'aurais aperçu peut-être ce que vous venez de dire à la fin, de voir la douleur, mais moi je ne perçois pas la douleur, on ne peut pas. Parce que si on n'a pas la narration, si on n'a pas l'écrit, on ne peut pas savoir ce que ça veut dire. Enfin, bah oui. Voilà. Bah oui. La douleur, on la sent pas, on ne peut pas la sentir. En voyant le visage, les mimiques, tout ça, oui. Je ne sais pas si elle est dans ce livre. Oui, bien sûr. Est-ce que c'était présenté, elle parle d'une expo là, à l'école Toulouse, est-ce que c'était présenté avec du texte ou pas du tout? Non, j'ai pas vu l'expo. En fait, c'est un livre qui appartient à la Galerie Le Lieu ici, et je crois que le mieux c'est de vous le passer entre vous, de le ramener après. Oui. Elle est là l'image. Ah. Ok. C'est peut-être On intéressant. arrive à la fin du livre. Oui, c'est ça, puis c'est peut-être intéressant de voir ce qu'il y a avant, comment elle arrive. Donc peut-être vivez un peu ce livre tout en discutant, j'espère que c'est possible. Et effectivement, ici, Émilie Chaudet nous dit que oui, il y a un visage, il y a une récurrence, il y a une présence-absence. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez fort en photographie, parce que c'est toujours ça, la photographie. Il y a toujours une présence-absence. Voilà. D'où le... Enfin, on va travailler l'imagination, on doit se dire, mais qu'est-ce que... Oui, et puis vraiment là, je crois que Julien Max, elle fait partie de ces photographes, dans une certaine tradition de la photographie d'ailleurs, et qui va être dans la suggestion et l'évocation. Ouais. Donc il raconte quelque chose, il raconte une histoire de sa famille par image. Et évidemment, si on ne connaît pas le contexte, on ne le sait pas. Est-ce que c'est grave? Non. Effectivement, il y a besoin souvent de contextualiser la photographie, ne serait-ce que par une phrase, un titre, un bon titre. Et il n'est pas forcément nécessaire de faire 4 pages non plus pour raconter ce qui s'y passe. Mais parfois, c'est nécessaire. Il y a beaucoup de variantes possibles, hein, pas de dogme surtout. Ça devrait être évocateur, normalement, les photos. Mais ça dépend. Il y a des artistes qui vont vouloir, ou des auteurs qui vont vouloir être très descriptifs, et peut-être qu'ils ne vont pas utiliser le mot récit d'ailleurs. Ça dépend quelles sont leurs intentions, quels sont leurs objectifs. Mais pour le coup, je crois que c'est ce qu'on ressent. Moi, ce que je ressens avec ce texte-là que nous partage Patrick de Bescon, c'est que, en fait, quand on regarde ce type de photographie, ce type de travail assez intimiste, avec beaucoup d'ellipses, mais qui parle quand même de soi, enfin de l'auteur, il nous laisse beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'espace pour soi. Donc on se raconte vraiment des histoires. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, parfois le récit, pas la narration, hein, là il y a une narration dans l'image, il y a une composition d'image, mais le récit, il est parfois au-delà de l'image. Il y a un moment où entre nous et l'image.
C'est nous qui nous racontons une histoire. On met en narration une histoire qu'on s'invente, quoi. Est-ce que la photographie fait récit? Oui. Alors ce sera intéressant avec les photographes qui viennent après aussi. Moi, je trouve qu'on ne peut pas dire la photographie fait récit. Parce qu'il y a des photographies qui ne font pas du tout récit, et des photographes qui ne font pas récit, parce qu'il n'y a pas de cette place que vous dites là, de l'imaginaire. Donc il y a des photos qui n'ont pas forcément la vocation de faire récit. Oui. Donc on ne peut pas dire une réponse, oui, la photographie fait récit. Certains photographes font des photographies qui font récit et d'autres pas. Mais ce n'est pas la photographie en elle-même qui définit, à mon avis, qu'on peut faire récit ou pas. Complètement dans l'univers, disons, et dans le langage photographique de chaque photographe, moi je trouve. Oui. Mais il y a énormément de démarches photographiques différentes et de champs de la photographie. Heureusement. Et il ne faut pas l'enfermer, cette photographie non plus. Ouais. Il faut la laisser un peu tranquille, cette photographie. On a beaucoup théorisé, c'est bien d'aller dans les théories, et puis c'est bien d'en sortir. Et il y a eu beaucoup d'injonctions dans l'histoire de la photographie. Elle doit faire document. Elle doit être ancrée dans le réel. Vous voyez? Et en fait c'est un objet, la photographie. Et c'est pas moi qui le dis, hein, enfin, je le dis fortement et j'assume complètement ça. Lorsqu'on regarde une photographie, on regarde un objet. Et c'est un objet graphique et c'est un objet plastique. C'est un objet qu'on rajoute dans le monde. Et ce qu'on voit dessus, c'est quelque chose qui, la plupart du temps, a été pris sur le monde, enregistré sur le monde, mais c'est un objet. Moi, je suis pas d'accord que ça soit un... Enfin, Si. après, c'est... Vous avez le droit de ne pas trouver que c'est un objet, mais c'est un objet. C'est pas nul. Un objet qui peut devenir un objet de pensée, d'émotion, Ah oui, tout ça, voilà. bien sûr. Voilà. Vecteur, en tout cas, de ça. Ah oui, c'est pas quelque chose qui est... Je veux pas Aux dire que effigies. l'objet est dénué de sens. Et... Non, bien sûr que non. C'est pas ça que je veux dire. Mais, C'est pas une chose. en fait, oui, voilà, c'est ce que je veux dire avec ça, je ne sais plus dire. Je vous ai trompé là, excusez-moi. Mais en fait, oui, c'est quelque chose qui est assez... En fait, le sens de l'image peut même changer en fonction de l'époque, du lieu où on le met, etc. Et je trouve que c'est ça aussi la puissance, c'est sa malléabilité qui est intéressante. Et c'est pour ça qu'elle crée du récit, si l'on veut, ou qu'elle crée des histoires, ou qu'elle suggère des choses. Et c'est pour ça qu'on peut composer avec elle. Parce que si elle était toujours dans un rapport trivial à la réalité, c'est ce qu'on voit, point. Bah, on n'en ferait pas grand-chose. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est sans doute parce qu'elle est limitée par... elle a ses limites, elle a une grande force quand même de montrer des choses avec différentes façons, différentes approches, etc. Mais elle a aussi ses limites du cadre, elle a ses limites dans ce qu'elle peut signifier. Mais lorsque vous commencez à les associer, ça devient très intéressant. Et là, on fait de la narration quand même. Oui. Peut-être qu'il faudrait aussi considérer la matérialité justement de la photographie. C'est un objet effectivement qui ne dit pas la même chose suivant le format dans lequel la photographie va être tirée. Des photos de 3 mètres sur 2 ou 120 sur 120, ça ne dit pas la même chose qu'une photographie, ou peut-être c'est pas la même chose qu'une photographie à la format d'un timbre. Mais je veux dire, ce rapport à l'espace est aussi peut-être un élément de la composition du récit ou de la narration. Complètement. Et cette mise en espace me semble importante, que ce soit en photographie, en peinture, etc. Et puis il y a l'intermédiaire intéressant, vous en avez parlé, c'est l'éditeur. Par exemple, pour construire un récit dans le cadre du livre, l'éditeur est un partenaire fort avec l'artiste, tout comme le commissaire de l'exposition sera un partenaire fort pour la construction de l'exposition en fonction d'un espace et de ce que l'artiste veut dire, mais de ce que l'intermédiaire permet à l'artiste de dire. Je ne sais pas si... Si, c'est une collaboration qui est essentielle en fait. Et par ailleurs, dans les deux cas, vous avez dit beaucoup de choses. Je reviens un petit peu en arrière. En tout cas, je vous rejoins dans l'idée que la photographie a à voir avec le placement et le déplacement.
placement du photographe, déplacement du photographe pour l'angle et le déplacement de l'image aussi. Comment son placement et son déplacement dans un livre peut changer son sens, comment l'échelle peut changer son appréhension. C'est quelque chose qui m'intéresse personnellement dans ma démarche artistique, parce que je travaille sur le dialogue entre l'image et son support, et ça inclut l'échelle, effectivement. L'échange que l'on a avec un commissaire d'exposition, ça donne un regard différent sur son travail. C'est formidable. Avec un directeur artistique aussi, et donc avec un éditeur également. Donc c'est quelque chose de très important, effectivement. C'est comme le monteur en cinéma, en fait. Et oui. dans le montage d'un film, ou la composition d'une expo, ou un livre, il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une façon de faire un livre, on dit voilà, ça c'est la vérité. Il y a mille façons, exactement comme pour un film. Avec la même matière, on peut faire 10 000 films. Et c'est ça qui est intéressant aussi, il n'y a pas de vérité, simplement il faut avoir une vision, quoi. Il faut offrir à celui qui regarde une proposition, et idéalement une où il peut avoir l'espace, parce que tu parles de l'espace c'est vachement important. Ouais. Et Tillman, notamment Wolfgang Tillman, il est extraordinaire aussi dans son rapport à l'espace. Il peut faire un mur comme ça, là, et mettre une très grande photo et une toute petite, et rien d'autre. Et c'est cet espace qui laisse, et certains sont mal à l'aise parce qu'ils vont dire il n'y a pas assez à boire, il n'y a pas assez à manger dans cette expo. Oui, il a une liberté formelle. Ouais. Je crois que c'est pour ça qu'il est bon. Ouais. C'est qu'il se permet des choses et qu'il ne s'enferme pas dans des dogmes. Ouais. Voilà. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, je me suis perdu avec la dame, c'est que effectivement le récit n'est peut-être pas spécifique à la photographie. Ouais, ce que je veux dire. C'est peut-être pas quelque chose qui rentre dans son identité. On peut faire récit si l'on veut, mais c'est pas une obligation non plus. Mais c'est pas, voilà, la trace, ça fait pas plus partie de son identité, si vous voulez. Le fait de montrer, la théorie de l'index fait partie de son identité. On peut parler de la théorie des écarts. Il y a un écart entre ce qui a été photographié et ce qui est montré. Ça, c'est des choses qu'on peut dire. Le hors-champ, la question de l'absence-présence, c'est des choses qui sont ontologiques, si l'on veut, à la photographie, quoi, qui font partie de son identité et qui ne changera pas tellement avec l'histoire, d'une certaine façon. Alors que, si vous voulez, la photographie en 1843, à l'époque de Talbot, qu'on a vu tout à l'heure avec The Pencil of Nature et ce premier livre, la photographie était un événement, par exemple. Aujourd'hui, elle est peut-être moins un événement. Mais ce n'était pas sa nature d'être un événement. Elle produisait un événement parce qu'elle était dans un contexte historique, l'émergence. Aujourd'hui, elle est que quelque chose qui est un objet banal, sauf que la vision, elle, peut être un événement. Donc lorsqu'un auteur nous montre, nous partage un regard, ça peut être ça l'événement. Je reviendrai à un moment donné peut-être sur ça. Je vais peut-être passer, sauf si quelqu'un va intervenir encore, mais passer un deuxième extrait, enfin deuxième vidéo entière plutôt. Alors c'est une démarche complètement différente. Est-ce qu'on a du Jean-Michel Fouquet ou... Non. C'est un artiste que je connais, mais de loin, donc je ne pourrais pas beaucoup parler. Je ne pourrais pas beaucoup parler de sa démarche. Mais on voit dans les vidéos, des extraits de son travail. Mais je trouve qu'il va falloir répondre à la question pourquoi on parle de récit aujourd'hui dans la photographie. Pourquoi le grand séparateur? Parce que c'est vrai que cette espèce de grande séparation de la vie, elle est là, quoi, constamment, et qu'il faut faire échec à cet échec. Il faut reconstruire. Et donc, dans cette simèse incroyable où François Lebel a eu l'intuition de m'installer d'un monde qui malheureusement est systématiquement aujourd'hui passé aux oubliettes de l'histoire, puisque mes chantiers navals de quand j'étais petit à Bordeaux, on les a totalement effacés, qu'aujourd'hui ce qu'il reste de ça, c'est cette merveilleuse cathédrale, mais qui nous indique que tout ça aussi est passé. Donc voilà, c'est tenter de remonter, de reconstruire face à ce monde triomphant
qui aujourd'hui est un peu fragilisé, si je crois, hein, si je crois entendre ce qui se passe autour de nous, c'est de faire cette proposition dérisoire qui est de reconstruire un proto-monde en carton, voilà. Mais ça c'est entre nous, parce que sinon on pourrait croire que c'est de la fonte moulée, du bronze, ou je ne sais trop quoi. Mais c'est une tentative très infance, hein, c'est le monde, on puise dans le terrain de l'enfance aussi un travail artistique. Je suis souvent à quatre pattes, plus souvent à quatre pattes en train de construire des carrés de sable ou des châteaux de sable dans mon petit atelier, que d'être en train d'essayer d'établir des théories, des implications totales sur le monde. Voilà. Et là, je voulais vous faire remarquer cette chose extraordinaire qui est intéressante, c'est que ce travail est installé depuis 6 jours, et regardez cette note d'espérance incroyable, les araignées s'en sont emparées et sont en train d'édifier leur petit monde. C'est merveilleux, non? Je dis ça avec beaucoup d'émotion. Je trouve que les araignées se sont emparées de mon travail et elles sont en train de bâtir leur incroyable architecture. C'est quelque chose qui me rassure terriblement et qui me donne une grande confiance pour vous parler. J'ai notamment travaillé sur des bateaux de pêche. Et curieusement, un soir où j'étais en train de travailler ici, là, dans un moment de très grande solitude, parce qu'il fallait de cette montagne de travail en faire ceci. Et croyez-moi, la mise en page, l'édition et l'accrochage, c'est pas du tout une affaire. Je pense qu'on peut être violoniste, pianiste, mais chef d'orchestre, c'est autre chose. Et donc, surtout, je n'ai aucun recul par rapport à mon travail. Je vis mon travail, j'insiste sur les conditions économiques de la production d'un travail, j'y crois profondément. Qu'est-ce qui irrigue un travail, qu'est-ce qui le contraint, qu'est-ce qui fait que tout à coup il a envie de partir ailleurs. Et donc j'étais en train de travailler ici en essayant de résoudre la question du comment ordonner toute cette histoire. Et François Ebel, qui a eu quand même une intuition assez forte, passé, il me disait, et je lui racontais, je lui disais à quel point je trouvais qu'il avait eu cette intuition parfaite de m'installer dans la chaudronnerie, puisque je me déclare chaudronnier de carton, et je lui racontais cette histoire des chantiers navals, et il me disait, tu sais, si tu veux, je vais te raconter une histoire. Mon grand-père était menuisier, mais il était menuisier charpentier, il construisait des terres-nevas, il travaillait sur les terres-nevas qui de Bordeaux partaient à la Cachalère. Ah, c'est intéressant. Et je crois que ces choses n'arrivent pas au hasard, que ces choses se retissent. Et c'est vrai que l'autre jour, en parlant, parce que je me fais beaucoup questionner sur cette lumière basse, je me rends compte que je suis habitué à vivre dans cette lumière rouge, cette ambiance un peu amniotique du laboratoire photo. Et en plus, curieusement, ce dont je bénéficie aussi, je tiens à le souligner, parce qu'il y a un monsieur qui dit qu'on ne voit bien que ce qu'on entend bien. Je reçois cette musique martienne, et je trouve qu'entre le chant de baleine et tout ça me convient parfaitement. Et je suis sûr que ces sons instaurent dans ce lieu quelque chose d'extrêmement protecteur. Il m'est arrivé des choses très émouvantes ici. L'autre jour, il y a une jeune femme galeriste, enfin, qui a une trentaine d'années, qui a dit des choses très belles à quelqu'un qui était présent près de moi. Et des paroles échangées entre femmes, et cette jeune femme, en plus, qui je trouve recèle une grande maturité pour son âge, a dit « C'est curieux, je trouve que ce qui se passe ici, c'est une œuvre consolatrice. » Je trouve ça assez juste. Voilà. Bon, alors, Trigavesco nous dit, dans ce court-métrage, nous sommes invités à explorer les profondeurs créatives de Jean-Michel Fauquet, où chaque photographie est une porte dérobée vers des récits oubliés de l'enfance et les territoires cachés de l'imaginaire. Jean-Michel ne capture pas simplement des images, il tisse des fragments de souvenirs, d'émotions et de fantasmes, donnant naissance à un univers visuel où le passé et le présent se fondent harmonieusement. Ce film est plus qu'une simple présentation de son travail, il est une fenêtre ouverte sur le processus créatif de l'artiste, une invitation à comprendre comment les échos de l'enfance peuvent résonner et donner forme à un univers artistique riche et évocatif. Je trouve qu'on prend un peu de liberté là justement avec cette question, on ouvre un petit peu.
Jean-Michel Fouquet, là, il dit quand même qu'il a envie de raconter ça, il a envie de lutter contre l'oubli aussi. Donc il trouve des formes qui ne sont pas des formes narratives au sens premier du terme, mais qui évoquent, qui suggèrent quelque chose. Je pense que ces termes d'évocation, suggestion conviennent mieux, mais ils existent. Si dans le champ de la photographie on ne les utilise pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Allaray, que vous connaissez peut-être, qui est linguiste, dit que c'est l'usage qui fait le sens des mots. Peut-être qu'on est à un moment où il y a un glissement du sens du récit vers autre chose. Peut-être que c'est pas un hasard si la photographie appelle le récit dans ce qu'elle produit. Une question. En tout cas, voilà, là on est dans quelque chose de moins littéral au niveau de la photographie avec le travail de Jean-Michel Fouquet. Ce que j'ai pu lire sur son travail par ailleurs, c'est que lui dit que la photographie c'est un appôt de la mémoire. J'ai entendu qu'il parlait du son, qu'il fait quand même de l'analogie. C'est-à-dire que ça appelle à la mémoire, et ça j'en suis convaincu. Il y a toujours un côté Madeleine de Proust comme ça, qui produit quelque chose, qui produit de la sensation. Et il dit que les photographies ou ces installations suscitent un récit dans l'esprit. Donc on est encore quelque part dans le hors-champ, au-delà de l'œuvre qui, elle, va être génératrice de récit, mais n'est pas le récit en soi. Elle ne compose pas le récit. Voilà. Donc le récit dans l'esprit de celui qui regarde. Pardon. Est-ce que vous avez envie de réagir sur cette intervention vidéo? Alors je continue avec Amaury d'Acuna. Alors peut-être que là je vais lire le texte avant parce que ça permet de présenter aussi la double casquette, mais on le comprend dans ce qu'il dit, mais donc c'est un peu long, un peu plus long, je suis désolé. Donc écrivain et photographe né à Paris en 1976, après des études de lettres, il est diplômé de l'École nationale supérieure d'Arles, photographie d'Arles en 2000. Il a écrit de nombreux textes critiques sur la photographie et la littérature, notamment dans le monde des livres. Donc c'est intéressant, je trouve, d'avoir peut-être son point de vue, parce que, effectivement, il a une casquette, enfin une triple casquette. Dans cet entretien, nous plongeons au cœur de la créativité d'Amaury d'Acuna, artiste multifacette, écrivain et photographe. Avec son bagage unique en lettres et en photographie, il nous ouvre les portes de son univers où le texte et l'image se rencontrent et se fusionnent de manière poétique. Réalisé spécialement pour cette conférence, cet échange offre une introspection dans le processus créatif d'Amaury d'Acuna, révélant comment il navigue entre les mondes de l'image et du mot pour créer des œuvres singulières et exploratoires. L'entretien met en lumière la capacité de l'artiste à utiliser sa double expertise pour fusionner et réinventer les territoires de la photographie et de l'écriture, formant ainsi un riche récit en perception et en mémoire. Pour commencer, je trouve que c'est important d'expliquer que pour moi, le récit, la question du récit, elle est une question qui est irriguée par des souvenirs de chamboulement du récit dans l'histoire des arts, dans l'histoire de la littérature, l'histoire de la photographie aussi, que aujourd'hui il est difficile de ne pas prendre en compte l'héritage du grand chamboulement qu'il y a eu sur la question du récit, des surréalistes jusqu'au nouveau roman, je parle d'un point de vue littéraire, et ça a forcément eu, je pense, des incidences dans ma manière de construire le récit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, personnellement, je ne suis pas intéressé par la question de la chronologie, de la linéarité, et dans les récits que je tente de faire, que ce soit avec des images ou avec des mots, ce qui m'intéresse, c'est la question du fragment, c'est la question de l'ellipse, de la discontinuité. Donc ce sont pour moi des motifs récurrents dans ma manière, parfois un peu en apparence chaotique, de la manière dont je m'accapare le mot récit. La question du récit est liée à la question de l'éclat de la narration, sans forcément perdre le lecteur, perdre le regardeur. Bien sûr, c'est sortir du chemin toujours, de toute manière, les choses qu'on raconte, qu'elles se soient passées ou pas, elles ne sont plus là. On les convoque, on les réinvente. Donc,
dès qu'il y a représentation, dès qu'il y a récit, il y a sans doute aussi réinvention. Donc, c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas vraiment de séparation entre la fiction et le réel. On est, à travers le récit, dans l'écriture ou dans la photographie, on est dans une voie parallèle, on est dans quelque chose qui se joue du vrai ou du faux. On est dans même si on est toujours sensible à la question de la trace, de la preuve, on bascule dans un imaginaire toujours très fort, même lorsqu'il est empreint de réalité. Là-bas, j'étais parti à la recherche d'un vieux fait divers qui date de 1895, qui était l'histoire d'une nourrice qui avait été accusée d'avoir assassiné des bébés dont elle avait la garde. Elle était ce qu'on appelait une baby farmer. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de raconter l'histoire, mais aussi d'essayer de constater quelle était sa place aujourd'hui dans l'imaginaire des Néo-Zélandais, à travers des témoignages de gens qui ont été sensibles à ce fait divers, qui l'ont transformé, des peintres ou des écrivains. Donc c'était à la fois, c'était ça. Donc comment est-ce que d'une légende un peu diffuse, nébuleuse, on ne cesse de la transformer c'est la plasticité du fait divers, du souvenir qui enrichit, qui l'enrichit en perpétuel et qui la transforme. Et moi, je suis arrivé aussi dans cette histoire, puisque je m'en suis moi-même saisi pour pouvoir raconter ça, pas la déformer, mais raconter ça et raconter quelque chose, et y adjoindre aussi ma propre perception, parce que c'est un récit historique, mais c'est aussi un récit de voyage. Je raconte comment je m'y prends, ce que je vis, ce que je sens. On ne peut jamais se séparer de quelque chose qu'on raconte, même si c'est un fait extérieur à nous-mêmes. J'étais parti juste pour écrire, mais en allant dans un endroit pareil, j'étais sûr, sans savoir à l'avance que j'allais photographier, que le désir de faire des images allait être très très fort. Et ça m'a permis, d'une part, de sortir de cette histoire, en allant me balader, en jouant un peu au photographe du dimanche. Et je me suis rendu compte que dans les images que je prenais, même si je considérais qu'elles se faisaient pour un peu peut-être calmer mon imaginaire à cause des traumatismes liés à cette histoire difficile à écrire, alors qu'en fait les résonances de cette histoire sanglante et horrible étaient très présentes dans les images que je prenais. L'histoire se passe au XIXe siècle et mon œil était à la recherche inconsciente de traces de cette période-là. J'étais dans plusieurs temps en même temps, qui est une sorte de contrepoint poétique du voyage que je faisais pour écrire un livre d'enquête. Ce que je veux dire simplement, c'est que ce sont pour moi déjà deux activités qui se répondent, qui dialoguent, mais qui, d'une part, sont toujours un peu séparées néanmoins les unes des autres, c'est-à-dire qu'il y a peu de moments où je photographie et écris en même temps. Ça correspond à deux façons de vivre, peut-être, le monde, de vivre son expérience du monde. Donc on raconte évidemment pas la même chose, c'est très difficile, pour revenir à la question du récit. Est-ce qu'on peut réellement raconter des histoires avec des images? Je ne suis pas sûr, avec une image évidemment, mais c'est toujours lacunaire, une photographie. Il manque toujours quelque chose, il manque des verbes, on est vite perdu, on est dans une sorte de présent perpétuel dans la photo. C'est Rob Grillet qui disait que dans une photo, les verbes sont toujours au présent. Donc on est dans une accumulation de choses qui continuent à se passer sous nos yeux, et il faut vraiment miser beaucoup sur le spectateur, miser sur lui pour qu'il puisse lui-même s'approprier ce qu'on lui donne à voir pour pouvoir reconstituer quelque chose qui est sa propre histoire, qui se lise lui-même à travers les photos qu'il prend. Donc juste pour répondre à ta question, je ne peux pas m'empêcher finalement toujours d'utiliser à la fois mots et photographie. C'est-à-dire qu'en 2017, j'ai écrit un récit publié donc sans aucune photographie, qui s'appelait Histoire souterraine aux éditions du Rouergue, où il était question de différentes choses. C'était très éclaté, un peu comme d'une façon, comme un montage un peu cinématographique, où il y avait à la fois des souvenirs familiaux douloureux, des histoires d'amour, des voyages, aux quatre coins du monde, dans une espèce de résonance un peu dramatique autour d'un deuil, celui de mon frère.
Et une fois avoir terminé le récit, je me suis rendu compte que toutes les choses que je décrivais dans le livre avaient une existence photographique. C'est-à-dire que tel personnage dont je parle dans le livre, personnage réel, j'avais fait un portrait de quelqu'un qui a une présence forte dans le livre. Mon frère, dont il est question, je l'avais photographié. Donc je me suis dit, c'est quand même très intéressant de pouvoir rassembler toutes ces traces un peu éparpillées qui ont constitué la matière du récit décrit pour pouvoir leur donner une existence, une autre existence à travers le livre qu'on a fait tous les deux, qui s'appelait HS. Donc ça reprenait les initiales du livre, l'histoire structurelle, HS. Mais ça voulait aussi, c'est un jeu un peu sur le signifiant, la polysémique, la chaise, veut dire aussi en service, dans la mesure où il y a beaucoup de fatigue dans les images, comme si c'était un monde un peu qui s'essoufflait, donc je m'essoufflais moi-même à raconter quelque chose. Et donc cette espèce de publication étrange, photographique, c'est comme une espèce de bande-son un peu éclatée d'un livre, une espèce d'échappée poétique, un peu au sens fort du terme, c'est-à-dire quelque chose qui a une force, une espèce d'autonomie formelle. La mise en présence dans ce livre, c'était les lieux et les êtres qui peuplaient le récit. C'est une photographie qu'au début d'un livre en cours sur lequel nous travaillons tous les deux. C'est une photographie dans laquelle, qui montre ma main, qui tient dans sa paume un insecte géant qui s'appelle un weta ou un veta. En maori, c'est Dieu des choses laides. C'est un insecte à la fois effrayant, mais qui était en train de crever dans le jardin et que j'avais hébergé, si je puis dire, pendant le Covid. Donc j'étais, moi, complètement isolé dans cette petite cabane, cet insecte. Je lui ai donné à manger des petits bouts de carottes, je l'ai fait boire et je lui ai redonné un peu la vie. Et pour moi, c'était dans une période d'isolement total, une façon de pouvoir avoir une interaction avec une autre forme d'être vivant. Et cette image, au moment où j'écrivais quelques textes qui font partie du livre, elle a ressurgi. Parce que les images, parfois, on a besoin elles provoquent parfois un désir d'écriture. Soit on les laisse dans leur silence, dans leur secret, et parfois on a envie un peu de tâtonner pour revenir un peu à elles, faire revenir un peu des mots et la vie. J'évoque dans le texte de ce livre, pour tenir, marquer le coup, j'ai sauvé un bêta de la famille grâce à une carotte et une chanson de George Harrison, passée en boucle dans le cottage, Give me love, give me peace on earth, sauterelle géante, Dieu des choses laides en maori. Ok. Je crois que le temps passe vite. Ah, pour moi. Là, on a vu 3 choses. Peut-être qu'on peut simplement réagir sur ce qui vient d'être dit. Oui. Je trouve que ce témoignage est très éclairant, très juste dans cette manière de rappeler que le récit peut surgir ou d'un mot ou d'une image, qu'il va se tisser quelque chose entre les deux qui dépasse même parfois l'artiste lui-même. C'est-à-dire qu'on ne sait plus comment les choses se font, mais elles se font. Et je trouve que là c'est assez vertigineux. Et quand on a le sentiment de voir comme ça presque à notre insu se construire, s'écrire une histoire, bon, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut imaginer, passer, offrir à la liberté d'interprétation du regardeur ou du lecteur. Ben, oui, et c'est pourquoi je trouve que la photographie est un médium très ouvert, justement. Mais cet effet de réel, quand même, qui est extraordinaire, parce que ça produit une sorte d'altérité, si vous voulez, avec notre propre histoire, quoi. Et je trouve ça assez puissant. On voit à un moment donné que c'est quelqu'un qui écrit, qui n'a pas forcément, il parle de deux vies parallèles, effectivement, il n'a pas forcément les mêmes besoins pour écrire et écrire avec la photographie, j'ai envie de dire. À un moment donné, il se demande si on peut raconter une histoire avec la photographie. Je pense que c'est une question, c'est très sincère de dire ça. Cependant, effectivement, le récit surgit. Encore une fois, il est au-delà, il est en dehors de l'image. Il se tisse autour de l'image, finalement. Bon, les mots que j'ai bien aimés aussi dans ce qu'il a dit, c'est le contrepoint. Alors, c'est drôle d'utiliser... En fait, voilà, c'est drôle, il a parlé de son, comme si c'était une bande sonore de son récit écrit, quoi, les photographies qu'il avait fait. Donc ça prouve quand même quoi?
c'est l'utilisation d'un champ lexical qui appartiendrait pas vraiment à la photographie. Il parle un peu de vision, lui aussi, je crois. Mais en gros, là, on est en train de chercher d'autres mots pour décrire la photographie, parce que c'est pas facile à décrire. Et c'est pas facile à décrire parce que c'est entre. Parce que c'est un médium un peu entre. Vous voyez ce que je... Et même entre. C'est parce que j'ai pas d'autres mots pour dire ça, quoi. Hein, c'est quelque chose qui est ténu et qui est à la jonction de plein d'autres choses. Il parle de contrepoint, de fiction, ça c'est évident. Hein, la photographie est, pour moi en tout cas, un médium à la réalité mixte, donc à la fois pris sur le réel à un moment donné, et à la fois vecteur de fiction presque immédiatement. Il parle de son désir de photographie et d'image, parce que ça c'est le moteur de l'écriture photographique, c'est le désir de faire des images à un moment donné, de produire un objet de vision de ce qu'on a vécu. Le fragment, moi je suis un fan absolu des fragments littéraires aussi. Et il parle de l'aspect lacunaire, et c'est ça, le hors-champ. Personnellement, j'ai fait tout un travail sur la question du hors-champ dans un travail sur les écritures de l'intime, enfin, qui s'inscrit dans l'écriture de l'intime, qui s'appelle l'extimité. Et l'extimité, c'est montrer son intimité, mais une partie de son intimité, son maîtrise. Et en fait, la photographie, c'est ça, on montre une partie des choses, puis tout le reste se tisse. Et tout est en hors-champ dans ce travail. Il y a des bouts de membres qui rentrent dans le champ du visible. Mais c'est ces membres-là qui sont peut-être le membre de l'enfant de celui qui regarde, et pas le mien. C'est un idée fait qui est peut-être le souvenir d'un amour qui n'est pas le mien, mais peut-être celui qui regarde. Et je trouve ça très ouvert, en fait, comme façon de susciter des histoires. Voilà, et je pense que poétique, alors c'est un mot, la poésie, qui a été banni en France de la littérature, et vraiment peu apprécié. Il revient, même le genre poétique en littérature revient. Là, il y a des éditeurs, il y a un article il n'y a pas très longtemps dans Le Monde qui exprimait qu'en fait, on devait avoir besoin de poésie parce que c'était un genre qui revenait en France. Aux États-Unis, ça a toujours existé, hein. C'est quelque chose qui est assez noble, en Angleterre aussi. Et je crois que la photographie a quand même beaucoup à voir avec la poésie pour moi. Pas toutes les photographies, je parle de la photographie d'auteur, celle qu'on évoque ici, hein, et encore. Et elle a beaucoup à voir avec la poésie parce que, vous voyez, la poésie c'est l'art d'évoquer, de suggérer des sensations, des impressions, des émotions. Alors, on est quand même dans quelque chose qui pour moi résonne avec ça. Alors, le récit photographique, ok, c'est un terme qui est très intéressant, et je n'ai pas parlé d'un autre terme qui a été utilisé par Eugene Smith, qui est l'essai photographique, et je trouve ça très juste aussi. Parce qu'à un moment donné, c'est donner son point de vue ou avoir une démarche qui dit moi je vais créer quelque chose, un ensemble pour le transmettre, qui raconte peut-être quelque chose, qui évoque peut-être quelque chose, mais c'est mon point de vue, avec des partis pris forts et avec des intentions, avec un engagement. Voilà. Je trouve que l'essai photographique est aussi quelque chose qui pourrait être utilisé dans le champ de la photographie. Je vous accapare pas, j'avais prévu de vous montrer des livres, je vais juste vous en montrer un, parce que en fait, c'est un livre dont il est très difficile de dire le thème de ce livre. Parce que le thème, c'est ça, photographie, de Jack Davison. Et de quoi il nous parle? Il nous parle de son regard sur le monde. Il n'a pas un thème circonscrit en disant « moi j'ai travaillé sur tel territoire, moi j'ai travaillé sur telle chose, etc. » C'est très bien, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Comme faire récit n'est sans doute pas obligatoire. Je trouve que la question du récit de narration est un excellent outil pour produire un ensemble photographique, mais peut-être pas crucial ou une fin en soi. Pour moi, hein. Ça n'engage que moi. Alors Jack Davison, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi ici rejoindre le chemin de fer dont parlait Patrick Lebescon, la façon dont faire résonner les images. Et j'ai envie de dire, peut-être faire récit ou séquence. Je parle de séquence à un moment donné, je fais une séquence, mais pas une séquence chronologique. Là, vous allez voir que Jack Davison, il maîtrise assez bien ce rapport à la séquence, à la résonance entre les images, résonance avec les images, entre les images. C'est parfois très ténu, hein. Parfois c'est peut-être que moi qui le vois aussi, vous allez me dire. Portrait, pointe, pas très bien. Attends, je suis devant. Voilà.
sort de la séquence, encore que. En fait, il y a une véritable séquence pour moi ici. Ce sont des choses très ténues. Il y a cette chose-là, une petite cicatrice. Ici, on a des résonances avec ça qui serait presque cette cicatrice répétée. Et puis derrière, on a cette silhouette ici, qui vient résonner encore une fois avec celle-là, et puis celle-là. C'est très formel, hein, mais c'est de la poésie pure pour moi. Et là, c'est pareil, il associe des choses qui sont dans des temporalités, des espaces complètement différents, mais qui fonctionnent ensemble. Vous voyez, c'est un peu comme si en musique, quelqu'un prenait des musiques de chants différents, un peu de classique, un petit peu de rock et un petit peu d'électro, il en forme quelque chose. Il a sa propre écriture à partir d'un matériau, mais c'est pas circonscrit à un style en particulier. C'est très rare, hein, les photographes comme ça, parce qu'il faut avoir un petit peu de liberté quand même. Il faut se permettre aussi d'affirmer ça. C'est-à-dire que lui, ce travail-là, c'est de la photographie. J'adore cette image, une image avec un certain relâchement, elles sont beaucoup plus belles sur le livre, avec un certain relâchement des corps. C'est presque, on pourrait presque penser à une espèce de scène qui serait issue d'un spectacle de danse contemporaine, par exemple. Regardez ce qu'il nous offre après. Vous voyez ? Je ne sais pas si on peut parler de récit, mais c'est évident qu'il y a des intentions. C'est évident qu'il est en train d'écrire quelque chose. Il y a un chemin de fer. Et la dame disait, est-ce que c'est logique ? Il y a une certaine logique, mais une logique visuelle, une question de regard. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre. C'est parce que la question du regard est au centre du livre. Et pour moi, elle est au centre de la question de la vision de la photographie. Ah non ! Ah, que page. Ok, ouf. Alors, regardez, là c'est pareil. Ça me rappelle un peu une certaine photographie des années 80, comme Ralph Gibson, par exemple. Vous connaissez peut-être Ralph Gibson, et c'est quelqu'un qui disait, moi, en photographie, il disait plein de choses, hein, mais entre autres, moi, la photographie, ce que je fais en photographie, c'est que j'imbrique des formes. Voilà. Je trouve qu'il a une période des années 80, après un moins, hein, mais il avait déclaré qu'il ne ferait pas toujours la même photographie, qu'il ne voulait pas créer un style et s'enfermer dans un style aussi. Donc là, il y a des résonances aussi entre les motifs et les couleurs, notamment. Ici, on retrouve ces créneaux et la couleur jaune. Et puis, je termine ici. Alors ça, c'est une petite séquence d'images qui sont de formats différents. Je crois qu'il y a des couleurs, il y a des noirs et blancs. Donc, il n'y a pas d'unité formelle, mais il y a une unité des intentions. Et là, ça va parler du double pendant quelques images. Il va y avoir l'effet miroir, mais aussi le fait d'être deux, la dualité, quoi. Hop. Voilà, c'est deux regards coupés d'ailleurs. Le double. Elles sont assez intemporelles par ailleurs. C'est un jeune photographe, hein. Il est né en 1990, pour moi il est jeune en tout cas. Voilà, c'est un jeune photographe. Mais elles sont assez intemporelles, ces photographies. Voilà. On termine par un portrait. Voilà, je sais pas, je pense pas avoir épuisé le thème. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Plaisant. Voilà, ce que je pouvais dire, moi, sur ces questions-là, avec l'aide de Patrick Lebescon. Si vous avez des questions, je suis ouvert, même de façon informelle après. Merci. Bon. Merci.